vie là tenue à rien et que c'était soit je finissais handicapé ou blessé très sévèrement, soit en fait je mourrais, mais il n'y avait pas aucune chance que je m'en sorte indemne. Ils sont suspendus d'exercice sur la voie publique. Ils travaillent toujours dans les bureaux, sans armes, sans tout ça, dans les bureaux. Après c'est un peu une mise au placard, mais techniquement ils travaillent toujours. Bah, c'est simple, parce qu'en fait on a une bavure policière, des policiers qui sont censés nous protéger. Et là, je suis victime d'une agression gratuite, volontaire de la part de ces policiers. Alors j'ai envie de me retrouver face à eux, j'ai envie de les voir, j'ai envie de les confronter. Et j'ai envie de les voir dans cette situation, qu'ils soient traités en fait comme n'importe quel délinquant. Parce que c'est une attitude de délinquant, une action de délinquance qu'ils ont fait. Mais ils l'ont raté, dommage. Ce flic mérite la Légion d'honneur, même si j'aurais été pour qu'il tire à vue. Être français, c'est bien plus qu'obtenir la nationalité de la République. Merci de me confirmer qu'il n'est pas racialement blanc. En fait, le problème, c'est pas l'origine, c'est la couleur. Aujourd'hui, je reçois Hugo, dont l'histoire a profondément choqué les Français. Hugo circulait en moto sur l'autoroute A4 en région parisienne lorsqu'il a été percuté par un véhicule de police. Des images filmées sur place montrent la scène. On y voit clairement le choc, la violence et surtout l'incompréhension. Son avocat, maître Arié Halimi, a déposé plusieurs plaintes, dont l'une pour tentative de par personne dépositaire de l'autorité publique. Ce dossier, devenu aujourd'hui symbole pour beaucoup, pose une question simple, mais pourtant essentielle. Jusqu'où peut aller la violence policière et comment la justice réagit quand ce sont les forces de l'ordre qui sont mises en cause? Bonjour Hugo. Bonjour Sam. Hugo, je te propose dans un premier temps de regarder ensemble la vidéo qui a tourné beaucoup sur les réseaux sociaux et qui a bouleversé de nombreuses Françaises et Français. Regarde. Qu'est-ce que ça te fait quand tu revois ces images? Ça me choque toujours, Ouais. surtout quand la partie au ralenti. Qu'est-ce que tu vois, si tu veux nous le décrire? En fait, on me voit, premier plan, c'est qu'on me voit en fait, sur ma voie tranquillement. Ensuite, on voit la voiture de police qui est derrière, mais qui doit être à 4-5 secondes de moi, qui arrive très vite. Et le deuxième plan, donc c'est moi qui me rabats pour les laisser passer. Et eux se déportaient totalement dans ma voie, donc la voie de droite, pour venir à la fois me percuter avec le véhicule. Et on voit très bien en plus au ralenti le bras du passager, Oui. on voit la fenêtre se baisser, le bras du passager qui sort et on voit le bras faire un mouvement de haut en bas. On va en parler de ce mouvement. Tu qui vas me me dire frappe. ce qui signifiait ce mouvement, en quoi il consistait ce mouvement, quel était le but de ce mouvement. Est-ce que tu réalises que tu as frôlé la mort? Et si oui, quand est-ce que tu as réalisé que tu as frôlé la mort? Il y a à deux moments, je dirais. Le premier, c'est peut-être une seconde, une demi-seconde avant l'impact. C'est-à-dire que je vois le capot de la voiture de police qui arrive à ma gauche. Et à ce moment-là, par rapport à la distance et comment ils arrivaient, je savais que ça allait taper. Et en voiture, ça peut être pareil, mais encore plus en moto, on a une certaine lucidité avant l'impact. Et à ce moment-là, je savais que s'il me tape et que je tombe, je risque de mourir. Derrière, il y a des voitures, beaucoup de trafic, déjà juste la chute en elle-même. Donc à ce moment-là, je savais. Ensuite, il y a l'impact, et quand il y a l'impact, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne sait pas où on est, on a du mal à expliquer ce qui se passe. Et c'est après coup, avec les vidéos, où j'ai commencé à analyser en fait tout le déroulé, tous les mouvements en voiture, moto, etc., que j'ai compris que ma vie là tenue à rien, et que c'était soit je finissais handicapé ou blessé très sévèrement, soit en fait je mourrais, mais il n'y avait pas aucune chance que je m'en sorte indemne. Au cours de cette interview, justement, Hugo, moi je te propose qu'on décrypte, que tu puisses nous expliquer toute l'histoire, qu'on comprenne exactement ce qui s'est passé, presque minute par minute, seconde par seconde, avant qu'on en arrive à cette situation-là sur l'autoroute A4 en région parisienne. Où est-ce que tu te rendais? Qu'est-ce qui s'est passé en amont? Tu faisais quoi? Alors de base, j'étais dans l'atelier de peinture d'une amie à moi, donc sur Paris, centre de Paris, et j'étais en train de rentrer chez moi, donc
banlieue est de l'Île-de-France. Il est quelle heure? Il est... alors, l'impact, il se passe à 17h02, très exactement. Donc, voilà, 17h, on va dire, la première fois que je vois cette voiture de police. Ce qui se passe, c'est qu'on se voit d'abord sur les quais de Bercy. C'est la première fois que je vois cette voiture de police. Donc, moi, je suis derrière cette voiture, qui est en gyrophare et en sirène, déjà. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis gyrophare et sirène pour moi. Sans me voir, ils l'étaient déjà. Ils allaient en intervention, ils étaient en interfile côté gauche. Ils essaient d'avancer tant bien que mal dans les bouchons, en voiture. Derrière, il y avait un scooter et il y avait moi en moto. Donc on attendait derrière, il n'y a pas d'espace, on ne peut pas passer. Et à un moment donné, en fait, il y a un petit espace qui se libère sur la droite, que je vois. Et moi, je suis au début de cet espace, donc je me mets dans cet espace. Et j'attends en fait quelques instants pour voir ce que va faire la voiture de police. Est-ce qu'elle s'y insère et elle essaye de progresser, auquel cas je la laisse passer, ou est-ce qu'elle me laisse passer? Voyant qu'elle ne bouge pas, moi je m'y insère et ensuite je passe devant et je continue mon chemin. À ce moment-là, tu pensais que la police te laissait passer? Moi effectivement, je pensais qu'elle me laissait passer, comme ça arrive souvent en fait dans la circulation, sur le périph', quand une voiture de police, même en gyrophare, est bloquée dans les bouchons, elle laisse passer les deux roues quand elle peut, quand elle veut et quand elle peut. Parce qu'on est d'accord, je ne me trompe pas. Alors moi, je te le dis, j'ai pas le permis, même pas le permis voiture, alors moto, n'en parlons même pas. Mais il me semble que j'ai déjà entendu que l'interfile, c'est toléré en fait pour les deux roues. C'est ça sur le périph'. C'était toléré, maintenant c'est autorisé dans plusieurs régions de France, dont l'Île-de-France. Donc sur autoroute, périph', etc., c'est autorisé. Après, avant c'était toléré, peu importe les conditions, maintenant c'est autorisé jusqu'à 50 km/h dans les bouchons avec un distanciel de vitesse entre voiture et moto de 30 km/h maximum. Et qu'est-ce qui se passe au moment où tu décides de t'insérer dans cet interfile? Avant que je me remette dans l'interfile, c'est le moment où je les dépasse. Donc, comme j'ai dit, je pensais qu'ils me laissaient passer. Donc j'avance et en fait, j'ai peut-être fait 1 ou 2 mètres. Et à ce moment-là, il s'y insère aussi. Et donc j'ai dû contourner un peu pour éviter qu'il touche, pour être sûr en tout cas qu'il ne touche pas l'arrière de ma moto. Et ensuite, je me suis remis dans l'interfile. Donc à ce moment-là, moi, je me suis juste dit, c'est un problème de compréhension sur la route. Peut-être que j'ai mis trop de temps à analyser qu'ils me laissaient passer. Et eux, ils sont peut-être dit qu'en fait, que je les laissais passer. Et voilà, c'est ce que je me suis dit. Est-ce que tu décèles, est-ce que tu sens à cette étape-là un comportement intrépide dans le caractère de la voiture? Envers moi, à ce moment-là, non. Après, comme j'étais derrière, moi, je voyais qu'ils avaient une manière de conduire, même dans les bouchons, même s'ils essayaient de passer assez agressive. C'était beaucoup d'accélération, gros freinage, etc. Donc, ouais, assez agressif dans la manière de conduire. Combien de temps après tu recroises cette voiture de police sur le périph'? Donc moi, à ce moment que je les dépasse, je me remets en interfile. On est encore sur les quais de Bercy, jusqu'à arriver sur l'autoroute. Donc pas le périph', sur l'autoroute, A4. Et sur l'autoroute, le trafic est dense, mais n'est pas bouché. Et je dirais qu'il y a... Parce que je suis repassé, j'ai mis le kilomètre-heure à 0 pour voir quelle était la distance entre le moment où je dépasse et justement le moment où il y a l'impact. Je dirais qu'il y a environ 1,5 km, maximum 2 km. On va rester obligé de dire 1,5 km. Donc pendant 1,5 km, moi je ne les vois pas. Et tu penses à eux à ce moment-là? Tu repenses à cet interfile? Pas du tout. Non, parce que ça arrive tout le temps en fait. Ça, ok, donc c'est un moment, c'est quelque chose d'assez classique pour toi. Bien sûr. Ça m'est même arrivé encore la semaine dernière où je suis dans les bouchons, il y a une voiture de police en gyrophare qui nous laisse passer et tous les deux roues étaient... on a dépassé la voiture parce qu'elle nous laissait passer et voilà. Mais à un moment donné, t'entends le gyrophare qui revient derrière toi? Ouais, je l'entends. Tu crois que c'est pour toi? Au moment où je les entends, non. Parce qu'en plus, je crois qu'il y a une voiture devant eux, quand moi je remarque ça. Donc je les vois pas juste derrière moi. Ils sont quand même loin. Gyrophare, donc sirène aussi. Donc d'abord, je les entends. Ensuite, je regarde le rétro et je vois qu'ils sont derrière, mais je crois qu'il y a une voiture devant eux encore. À ce moment-là, moi, mon objectif, je me dis, je vais les laisser passer. Donc je me dis pas qu'ils sont là pour moi. Après, il y a la voiture qui se décale, et donc là, ils sont directement derrière moi. Mais comme je l'ai dit, ils sont facile entre 5 et 10 secondes derrière moi, à ce moment-là. Après, comme ils vont vite, plus vite que moi, bien plus vite que moi, ils rattrapent, ils comblent assez rapidement ces secondes d'écart. Tu te dis quoi? Tu te dis qu'il faut que tu te rabattes, que tu vas avoir un contrôle. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Tu réalises quoi? Non,
pas de contrôle, rien de ça, parce que je sais qu'ils sont en gyrophare et que ce n'est pas pour moi, ce qu'il était déjà avant. Donc moi, ce que je me dis, mon objectif, c'est simplement de me rabattre, de me mettre sur la voie de droite et les laisser passer. Donc je me dis pas qu'ils sont là pour moi à ce moment-là. Je me dis pas que j'ai fait quelque chose, parce que je sais que je n'ai rien fait. Donc juste me rabattre et les laisser passer. Sauf que je suis en moto, je peux pas me rabattre n'importe comment. Enfin, même en voiture d'ailleurs, mais encore plus en moto, parce que je suis beaucoup plus fragile. Et en fait, quand moi j'ai l'information qu'ils sont derrière moi, il y avait un espace, mais l'espace, j'étais déjà dans l'espace en fait. Je ne pouvais pas me remettre dedans. Soit je devais ralentir assez, de manière assez importante. Dans ce cas-là, je prends le risque aussi que la voiture à laquelle je me mets devant ne comprenne pas la situation et au final me rentre dedans parce qu'elle n'a pas le temps de freiner. Donc je ne pouvais pas. Et il y avait un deuxième espace trop serré. Pareil, trop dangereux. Mais il y a un troisième espace. Donc je décide de me rabattre dans celui-là. Maintenant, quand je te raconte ça, c'est 10 secondes. Là, je prends le temps de te raconter, mais ça prend 10 secondes en réalité. Oui, tu es en train de découper voilà. ce que tu as vécu et qui était assez instantané pour toi. C'est ça. Donc la réalité, c'est que 10 secondes. Et ensuite, je me rabats. Et c'est... En fait, moi, je sais qu'ils viennent me taper quand je commence à voir le capot qui arrive à mon niveau et qui en fait... Est-ce que je vois un peu le rétro, je vois un peu sur ma gauche, et je vois le capot est là, et au moment où ils arrivent ici, je sais que c'est mort, ils vont taper. C'est là que tu comprends que c'est pour toi? Ouais. Tout de suite, tu comprends qu'il va y avoir un impact? Ouais, tout de suite, on est trop proche. C'est-à-dire que tu comprends qu'ils veulent t'impacter, qu'ils veulent quoi? Tu comprends qu'il va avoir un impact, tu comprends pas dans le moment qu'ils viennent pour toi et te rentrer dedans. C'est tellement surréaliste que tu te dis pas... dans n'importe quelle situation. Tu sais que si tu n'as pas attaqué une personne, tu te dis pas en fait on vient t'attaquer, on va t'agresser. Donc pour toi, c'est une situation accidentelle presque. Tu te dis potentiellement, il va y avoir un accident. Non, je me dis pas accidentel. Je sais qu'il va y avoir un accident. Après, il n'y a pas de raison derrière. Je sais qu'il va y avoir l'accident parce qu'on est trop proche. Une fois qu'ils repartent, il n'y a pas d'accident. Moi, je sais que c'est volontaire une fois qu'ils repartent. C'est tout de suite, je le sais que c'est volontaire. En plus, j'ai vu sur le moment, alors ce qu'on voit très bien sur la vidéo, c'est qu'en plus, quand ils viennent me percuter, moi, je vois des mouvements de bras et de mains. Sur le moment, en fait, ça va tellement vite, je ne suis pas capable d'expliquer où est-ce qu'ils ont tapé, qu'est-ce qu'ils ont touché, etc. Parce qu'on le voit sur le ralenti, il y a une main qui sort de quoi? Qui sort de la fenêtre. Vitre passager. Donc la fenêtre de base était fermée, on la voit sur le ralenti se baisser, la main qui sort, et le mouvement de bras, c'est pas un doucement. Le doucement, c'est ça. Là, c'était un seul mouvement de haut en bas et qui vient frapper au même moment que l'impact. Après, où est-ce que ça a frappé, ce moment, je ne suis pas capable de l'expliquer. C'est-à-dire qu'au moment où il y a eu un impact, tu as senti l'impact de la voiture sur ta moto? Je sens l'impact, ouais. Ok, et tu vois cette main qui fait ce geste-là également sur ta moto? Le geste, je le vois avec la vidéo, je vois des mouvements. Moi, j'ai vu le bras et la main. Mais je suis pas capable d'expliquer. Quand il y a l'impact, je ne suis pas capable d'expliquer précisément, même où la voiture de police a tapé ma moto, où le bras a tapé, comment m'a touché. Si tu ressens un choc et c'est comme si tu as une demi-seconde, c'est blackout. Tu sais à combien de kilomètres/heure t'étais sur cette autoroute à ce moment-là? C'était limité à 70. Je pense que je me remets à la vitesse des voitures. Donc quand on voit la vidéo, je pense que je suis à 70. Par contre, la voiture de police vient beaucoup plus vite. Ce n'est pas vraiment ma vitesse, c'est juste qu'ils ralentissent suffisamment pour me percuter et repartir, mais ils allaient toujours plus vite que moi. Donc je pense que déjà, en arrivant, je pense qu'ils sont environ 120 km/h et en repartant tout autant. Donc ils ont dû me taper entre 90 et 100 selon mes estimations. Qu'est-ce qui te sauve de la chute concrètement? Ce qui me sauve sur le moment, je ne le sais pas. J'ai aucune idée. C'est avec la vidéo que quand j'ai pu analyser, j'ai pu voir ce qui m'a sauvé, comment ça s'était passé. Et je dirais qu'il y a plusieurs choses, mais la chose la plus importante, c'est qu'en fait, on voit qu'il tape vers l'avant de ma moto. Et donc de base, dans la vidéo, quand je suis dans l'axe et qu'avant qu'il me tape, on ne voit pas ma roue avant. Une fois qu'il me percute, on voit que la roue avant, elle est comme ça. Donc on voit très bien la roue avant. Et la moto était en train de partir totalement. Donc elle aurait dû finir en travers. Ce qui m'a sauvé, c'est que il tape la roue avant, elle part, et en fait, l'arrière de ma moto touche leur voiture. L'avant retape un peu aussi, et ça la remet droite. Mais sans ça, la moto partait totalement en Donc travers. c'est un coup de chance. Totalement. Après, je sais qu'en voyant la vidéo, j'ai vu que juste avant l'impact, j'ai freiné. J'ai freiné avec de la roue avant. On voit quand il tape la roue avant, je tourne le guidon dans l'autre sens.
Donc ça a pu aider sur le moment à remettre, mais même avec ça, s'il n'y a pas leur voiture qui me bloque, la moto elle part. S'il est rattrapable, ta roue avant elle part, tu rattrapes pas. Qu'est-ce qu'ils font après cet impact, après avoir sorti cette main? Bah, très simple, ils réaccélèrent, ils partent. Et je les vois plus, parce qu'en plus c'est même pas une ligne droite, c'est une courbe, donc je les vois plus tellement ils vont vite. Qu'est-ce qui se serait passé si tu avais chuté? Il peut se passer plein de choses. Quels auraient été les Ouais. scénarios, hein? Je ne veux pas Ouais, faire ouais. de l'accident fiction, Non, bien non, évidemment. mais Mais j'imagine que tu t'es posé la très- question et je la trouve légitime. Ça va être très réaliste, enfin, des hypothèses très réalistes. Déjà, on était sur temps sec, route sèche. Quand tu chutes, tu vas pas glisser dire, sur la route. Tu risques de rebondir sur la route. Maintenant, avec la vitesse, donc tu es entraîné, si je me prends le mur sur le côté, par exemple, bah, tu prends un mur à 70 km/h, tu peux te casser le dos, tu peux te casser la nuque. Au moment de la chute, tu peux te faire un trauma crânien avec hémorragie interne. Ça, c'est juste la chute et moi tout seul. Disons que je reste dans ma voie, je ne me prends pas le mur, je chute, peut-être que j'ai rien sur le moment, je rebondis. Derrière, la voiture est à peut-être 10-15 mètres, elle n'a pas le temps de freiner. Donc il y a de fortes chances qu'elle me roule dessus. À gauche, il y a aussi des voitures qui arrivaient, au milieu des voitures, à droite, il y a des voitures. Donc, tu peux te retrouver en plein milieu de ouais, l'autoroute et te faire écraser par la voiture juste une ou deux derrière. voitures qui auraient pu me rouler dessus. Même si la première arrive à m'éviter, mais d'autres derrière, ça peut faire carambolage aussi. Donc en fait, les conséquences auraient pu être très très graves pour moi, premièrement, mais aussi pour les autres automobilistes autour de moi. C'était volontaire, cet impact? 1000%. Quand est-ce que tu réalises que c'était volontaire? Est-ce que tu le réalises sur le moment? Dès Ou est-ce que qu'ils ton partent. cerveau, il n'a pas le temps? Non, dès qu'ils partent, je sais que c'est volontaire. Avant, ça va tellement vite que je réfléchis pas à ça, en fait. Je réfléchis à l'impact et les conséquences. Après, je vois que je ne suis pas tombé, que je suis sauvé, et je les vois partir. T'es sous le choc? C'est ça, ouais, sous le choc. Déjà, en fait, je reste. Alors, je peux pas m'arrêter. Je suis en plein milieu de l'autoroute, je peux pas m'arrêter. Donc, je garde la vitesse que j'avais. Et on voit sur la vidéo, je regarde le scooter qui est à ma droite. Lui, il relève sa visière. Et on se regarde comme ça. Qu'est-ce qui vient de se passer, en fait? Il y a des automobilistes qui ont réagi? Je l'ai pas. J'ai sans doute. Hein. Bah, déjà, la voiture de devant, on voit, elle se décale. Elle a senti la voiture de police arriver, donc elle se décale sur la droite. Mais après, les voitures de derrière ou quoi, on ne s'est pas arrêté, on ne s'est rien dit, donc j'ai aucune idée. Mais je pense qu'ils ont dû réagir dans leur voiture, c'est sûr. Et tu la retrouves, cette voiture de Ouais. police, un petit peu plus loin. Encore. C'est ça. En fait, ce qui se passe, donc là, ils partent tout de suite. Ils vont très vite, ils partent, etc. Moi, je reste quelques secondes choqué et dans l'incompréhension. Et il y a un moment d'énervement. Enfin, pas d'énervement, de colère plutôt qui monte. Normal. Et je me dis, c'est pas normal ce qui vient de se Ouais. passer. Il faut que je les confronte, il faut qu'ils répondent de leurs actes, qu'ils m'expliquent. Ouais. Et pourtant, tu le fais pas. Alors, ouais, dans un premier temps, je veux y aller, j'y vais. Donc, ils vont très vite et c'est encore un peu fluide l'autoroute. Donc, ils vont très vite, je ne peux pas les rattraper sans me mettre en danger. Oui. Donc, ça veut dire que je mets du temps. Je les rattrape uniquement parce qu'ils sont bloqués plus loin, donc pareil, peut-être 2 km plus loin, dans les bouchons. Et je me retrouve derrière cette voiture. Et là, il y a la raison qui reprend le dessus. Je me dis, même j'arrive à leur niveau. Alors, ils étaient en interfile, je ne pouvais pas, justement, heureusement. Ça m'a permis de réfléchir. Je me dis, même je me remets à leur niveau, qu'est-ce que je vais leur dire et qu'est-ce qui va se passer? S'ils sont capables de faire ce qu'ils viennent de faire, et qu'ils me disent, bah attends, on va sortir, sors avec nous, on va à la prochaine sortie, on va discuter. Qu'est-ce qui peut se passer? À ce moment-là, moi, je n'ai pas 4 caméras, j'ai pas de témoins, sinon je ne me suis pas arrêté, et j'ai rien. Est-ce qu'inconsciemment, tu as des images, je sais pas, qui reviennent à toi, de faits divers, de tragédies? Est-ce que tu peux penser, par exemple, à un Naël? Est-ce que tu peux penser à des bavures policières? Est-ce que tu te dis que tu peux être victime de ça, toi aussi? Je pense pas à des faits particuliers, c'est plus à... C'est un ensemble, c'est-à-dire je sais que ça peut être possible, qu'il peut m'arriver quelque chose, c'est-à-dire qu'ils me disent de sortir et que j'ai pas envie de spéculer, mais qu'il peut m'arriver des choses, ouais. Ouais, clairement. Donc c'est pour ça qu'après je me dis, ça sert à rien. Je me suis décalé peut-être 1 ou 2 voies à côté, je suis arrivé à leur niveau, je leur ai juste dit vous êtes fous. Et je suis parti, et le but c'est que je parte le plus loin d'eux le plus rapidement possible. Ils ont réagi à ce « et vous êtes fous » ? Ils avaient vite refermé, je les ai même pas vus. J'ai pas vu leur visage, rien. Tu as dit, Hugo, encore aujourd'hui, je ne comprends pas ce qui s'est passé, je n'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé pour en arriver à faire ce geste des agents de police. J'ai une grosse incompréhension de pourquoi ils ont fait ce geste-là, à porter atteinte
à ma vie. Est-ce qu'aujourd'hui, Hugo, tu es toujours dans le même état d'esprit ou est-ce que tu y vois plus clair? Non, pas du tout. C'est toujours la même incompréhension. J'ai toujours pas eu de réponse. Je sais pas ce qu'ils ont dit pour leur défense. Donc de mon côté, c'est toujours même incompréhension. J'arrive pas à expliquer ce geste de la part de. Si ça avait été un lambda, on sait que bon, il va y avoir des moments de colère de certaines personnes, ça finit mal. Ok, c'est autre chose. Mais là, c'est la police, c'est des policiers qui sont censés nous protéger. Et là, je suis victime d'une agression gratuite, volontaire de la part de ces policiers. Et qui repartent, j'ai pas de réponse, j'ai rien. Donc pour moi, c'est toujours la même incompréhension. Et j'insiste sur le gratuite. Je suis pas en délit de fuite. Je suis pas en refus d'obtempérer. Pendant facile 1 kilomètre, voire plus, il n'était pas derrière moi. Donc il ne pouvait même pas voir en fait comment je conduisais, que j'allais vite, que je fasse de l'interfile sur autoroute ou peu importe, ils n'étaient pas là pour voir. Donc il n'y a rien de tout ça qui aurait pu justifier leur action. Est-ce que tu envisageais de porter plainte même avant la médiatisation de cette vidéo? Non, pas du tout, pas du tout. Ce que j'ai pu dire déjà, c'est que j'avais pas de preuves. J'ai que ma parole. Mais à ce moment-là, et pas de témoins. Alors, il y avait des témoins, mais je les ai pas. Donc, pour les retrouver, c'est une galère. Donc, à ce moment-là, je me dis juste, moi, je vais raconter mon histoire. C'est ce que j'ai fait. J'ai raconté mon histoire sur Instagram. J'avais un petit réseau. Hein. Juste, je raconte le récit noir sur blanc. Et puis, c'est tout. En fait, j'allais m'arrêter là. Tout simplement. Quand est-ce que tu prends connaissance de cette vidéo, de son existence? C'est un jour après l'incident. Toi, je dis encore incident. En fait, non, c'est une agression. Mais toi, le mot et ton agression, avocat dit une tentative de... ouais, Ça, on en parlera dans ouais, quelques instants. Exactement. Mais toi, j'ai mis du temps à mettre les mots dessus. Mais on va dire, voilà, c'est un jour après ce qui s'est passé, qu'une personne sur Facebook, quand tu mets les histoires sur enfin, les stories Facebook, Instagram, ça met automatiquement sur Facebook. Donc ça met sur Facebook, et il y a une personne que je connaissais, mais d'il y a 15 ans peut-être, avec qui on parlait pas spécialement, qui m'envoie un message, elle me dit, c'est toi sur la vidéo qui tourne sur Snapchat. Je n'ai pas connaissance de cette vidéo, je lui dis, je ne sais pas, elle m'envoie un screen, pas la vidéo, juste un screen. Et là, je reconnais mes vêtements, ma moto et la situation, forcément. C'est fou, parce que toi, tu l'as vécu et après, donc tu Ouais. le vois. C'est ça, mais en fait, c'est deux choses différentes en plus. Oui. Quand tu le vis, comme j'ai dit, en fait, quand tu as l'impact, tu as une demi-seconde, une seconde où tu as un blackout. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis incapable de te dire comment ça a tapé, où ça a tapé. Je ne suis pas capable d'analyser la situation. Maintenant, quand tu as la vidéo, j'ai analysé pendant des jours, étant en boucle. Je faisais que ça. Et même au-delà de la vidéo, alors après, m'a expliqué que ça faisait partie aussi du trauma. C'est que même je suis en train de conduire, je me refais le récit dans ma tête. Peut-être pour essayer de comprendre ce qui s'était passé, trouver une justification ou une analyse. Parce qu'inconsciemment, tu as besoin de rationaliser une situation qui ne l'est pas. C'est ça, c'est ça. Et en fait, elle me dit, comme c'est un trauma, c'est une agression qui a été subite, inattendue, mon cerveau en fait n'est pas capable à ce moment-là de gérer l'information, il ne sait pas en fait comment la traiter et la ranger. Donc il a revu, comme tu dis, pour essayer de rationaliser, trouver des explications, etc. Est-ce que tu rentres en contact avec la personne qui a filmé, qui a posté cette vidéo? Qui a filmé d'ailleurs? Non, en fait on sait que c'est une Tesla, ce qu'on reconnaît, on sait. Donc il y a une caméra, moi je connais pas. Hein. En fait, la vidéo qui tournait sur Instagram, c'est un téléphone qui filme l'écran de la Tesla. Donc c'est comme ça qu'on sait que c'est une Tesla. Ok. Et en fait, donc la vidéo tourne sur Instagram, pas sur Snapchat, on m'envoie la vidéo, et c'est comme ça que moi j'ai eu la vidéo. Mais la personne, en fait, elle a voulu rester anonyme, donc c'est même pas elle qui l'a mis sur les réseaux. Je pense qu'elle a donné des contacts qui avaient pas mal de vues sur Instagram, enfin pas mal de followers, ou Snapchat, pardon. Et c'est comme ça que ça a tourné. Mais oui, donc pas, toi, tu n'as pas de lien avec cette personne. Non. Mais heureusement, tu as dû te dire que ça a été filmé. Ouais, heureusement. Comme je dis souvent, en fait, j'ai deux bonnes étoiles au-dessus de moi. La première, je tombe pas, donc il m'arrive rien. Et la deuxième, il y a la vidéo. Donc c'est vraiment deux choses improbables. Parce que sans cette vidéo, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que tu aurais porté plainte? Comment tu appréhenderais cette agression, cette tentative de selon ton avocat? Non, j'aurais pas porté plainte, encore une fois, parce que ma parole vaut rien par rapport à ces policiers et l'institution qui est la police. C'est triste d'entendre ça.
C'est triste, mais... Ouais, c'est triste. Bah oui, franchement, oui. C'est triste. C'est triste. C'est même révoltant d'entendre ça. Après, moi, je me suis dit ça sur le moment, et peut-être à tort, ça se trouve, en fait, il y a des caméras sur l'autoroute, on a pu retrouver des choses, ou je sais pas. Mais sur le moment, en fait, j'ai pas cette idée de le faire. Et même, j'ai envie de te dire, quand je reçois la vidéo, c'est pas tout de suite que je me dis je vais porter plainte. C'est, en gros, ce qui m'arrive, c'est le mardi, je reçois la vidéo le mercredi, et c'est le samedi où je confirme que je vais porter plainte. Tu vois. Et tu portes plainte le samedi? Non, pas le samedi tout de suite. Non, la première plainte, du coup, IGPN, c'était le lundi d'après. On va parler de cette plainte et de comment tu as été reçue, justement, comment elle a été prise en charge, cette plainte à l'IGPN. Mais dans un premier temps, comment est-ce que tu as vécu la récupération qui a été faite sur les réseaux sociaux, l'emballement aussi? J'aimerais te mettre face à un commentaire de Bruno Attal, donc syndicaliste, policier et militant politique français. Oui, et militant politique français d'extrême droite, qui a commenté sur X te concernant. La racaille, ça coupe toujours l'image avant. La racaille, ça provoque. La racaille, ça fait le coup sur la route en mettant en danger les autres. La racaille, ça veut faire le buzz. La racaille, ça pleure quand elle a un ongle cassé. Tout y est soutien aux policiers. Ouais. Tu le connaissais, Bruno Attal? Oui, j'ai déjà vu quelques interventions de lui à la télé et quelques tweets sur des sujets de cette personne. Pourquoi il te qualifie de racaille? Bon, en fait, c'est simple. Au début, il n'y avait que la vidéo une vidéo donc, qui tournait. Et après, en fait, moi, j'ai relayé sur Twitter. Il y avait une ancienne photo de moi sur Twitter, une date de 6 ans, où j'avais déjà la barbe, j'avais des cheveux courts, sortie d'été, donc j'étais en plus bien bronzé. Et en fait, il a relayé mon tweet depuis mon profil. Il a vu ma tête, il a dit, comme j'ai dit, en fait, j'ai répondu à son tweet, il dit, t'as vu un basané avec une barbe, c'est une racaille pour toi tout de suite. Donc voilà, il a jugé ma personne, enfin, le physique. Ta gueule pour Bruno Attal fait que tu serais une racaille. C'est ça, je suis bronzé, enfin, je suis basané, j'ai une barbe, je suis une racaille. Voilà, c'est bête et méchant, c'est de la pure haine gratuite, mais c'est ce qu'il fait et c'est son fonds de commerce de toute façon. Donc, à la limite, on est toujours surprise que là, c'est ma personne, du coup, pour une fois, qui est attaquée. Mais je ne suis pas surpris de cette personne. Ouais, mais est-ce que c'est pas révoltant quand on a vécu une agression comme celle-là de se faire traiter de racaille alors qu'on est la victime, alors qu'on a failli crever sur une autoroute par des dépositaires de l'ordre dans notre pays? Ah si, si, bien sûr que c'est révoltant. Que tu dis, tu veux soutenir les forces de l'ordre, la police, il n'y a pas de souci, tu as le droit, c'est normal. Ça reste des êtres humains, des hommes, ils ont un métier aussi compliqué, il n'y a pas de souci, tu peux les soutenir. Mais là, en fait, tu as une vidéo en 4K, comme je dis, où tu as une bavure policière. Donc, tu sais pas, pour le coup, tu n'as pas vu. Enfin, moi, j'ai écrit un texte, donc il pouvait lire le texte. Il en parle pas dans son tweet. Donc, juste, il s'est dit, OK, ça va être encore un délit d'obtempérer, un délit de fuite. Alors, c'est dit nulle part, mais lui, c'est ce qu'il s'est dit. Il est basané, c'est une racaille. Mais ça veut dire qu'en fait, la vérité ne l'intéresse pas. Bah ça, on le sait depuis longtemps, de toute façon. La recherche de la vérité n'intéresse donc pas. Ce genre de militants, je ne sais pas s'il est militant, hein, mais ce genre de personnes qui recherchent juste du buzz en surfant sur l'actualité, on sait qu'ils ne cherchent pas la vérité. C'est quoi une racaille pour toi? Une racaille, bonne question. Ça peut être, je sais pas, c'est une personne qui commet des délits, tout simplement, qui commet des petites infractions. Petites, parce que si c'est des grosses, on est sur du banditisme. Est-ce que la couleur de peau fait qu'on est racaille ou qu'on ne l'est pas? Pas du tout. Mon père est plus noir que moi, ma soeur est plus noire que moi. C'est des gens qui sont totalement honnêtes, avec des casiers vierges, comme tous mes amis, la plupart de mes amis, de mes connaissances. Ça ne veut rien dire. Si tu avais été un Hugo Blanc, est-ce que tu penses que tu aurais été traité de racaille par Bruno Attal? Non. Bah non, ça ne m'intéresse pas. Il n'aurait même pas parlé du sujet. Pas du tout. Là, ce qui l'intéresse, il s'est dit, tiens, il y a peut-être un nouveau fait divers avec une personne qui est en délit de fuite, en plus encore, je ne sais pas ce qu'il s'est dit, un noir, un arabe, un basané. Donc, allez, on va surfer dessus et on va faire du buzz dessus. Mais non, j'aurais été blanc. Quel intérêt pour lui? C'est pas son fond de commerce. Autre commentaire aussi sur X, c'est celui de Damien Rieu, un militant d'extrême droite, qui a tweeté « Aucune preuve de l'intention, spéculation ». Alors, c'était sur le premier média qui a relayé la vidéo
Pour le coup, il n'y avait pas ma tête, parce que le média ne m'avait pas tagué non plus, il ne savait pas que c'était moi. Pourtant, lui, c'est un extrême. Hein. Il est dans l'extrême de l'extrême. Il est resté. J'ai envie de dire, bon, il y en a plein comme lui qui ont mis ce genre de réponse. Il faut le contexte, etc. Pour une fois, il était assez réservé. Pourtant, je ne le porte pas dans mon cœur. Il y a le député de la France Insoumise, Antoine Léaumont, qui a posté un message sur X que tu as relayé, d'accord, qui dit il faut refonder la police de la cave au grenier. Ça veut dire que tu es d'accord avec ça? Non. En fait, j'ai relayé tous les tweets qui parlaient de ça. Comme j'ai relayé des tweets qui commentaient l'histoire, etc. Donc ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec lui. Non, je l'ai relayé parce qu'en fait, il parlait de mon histoire, ce qui m'est arrivé. Après, le sujet c'est refondre la police du fond. Oui, de la cave au grenier. J'ai appris que c'était une expression qui disait, que plusieurs personnes disaient. Non, moi, je ne suis pas là-dedans, je ne m'y connais pas assez pour savoir ce qu'il faut refondre, pas refondre, etc. Je sais qu'il y a des problèmes dans la police, de certains policiers. D'ailleurs, on le voit en ce moment, il y a mon histoire, il y a l'histoire des 2 policiers qui sont accusés par cette femme qui était au dépôt du tribunal. On est sur les 20 ans de l'affaire Zied Bouna. Il y a le policier en même temps, Naël, qui ressort. Donc on sait qu'il y a des histoires, il y a des problèmes. Maintenant, de là à dire que c'est tous les policiers, c'est autre chose. Moi, dans ma famille, il y a des policiers. Dans mes connaissances, j'ai des policiers qui sont venus me parler pour me dire c'est fou ce qui t'est arrivé, il faut qu'ils soient virés, ces personnes-là. Donc ils ne se reconnaissent pas dedans. Donc, parce qu'ils pâtissent en fait les autres de cette image-là. Parce que c'est toujours ça qu'on retient en fait. Bah oui. Et après, comme dans n'importe quel sujet, les gens vont en faire aussi des généralités. C'est important de le dire, t'as raison. Après, moi je comprends pas, des fois on soutient aux forces de l'ordre dans toutes circonstances. Ça ne veut rien dire. Dans tous les métiers, il y a des mauvais. Moi je suis dans le domaine des ressources humaines, il y a beaucoup de DRH, ils ont une sale image. Est-ce que ça veut dire que tous les DRH ou toutes les personnes dans les RH sont mauvaises? Non, ça ne veut rien dire. Donc faire des généralités, c'est comme dire tous les Arabes, tous les Noirs, ils sont mauvais. Enfin, c'est comme ça n'a pas de sens de dire ça, de faire des généralités. Donc mon but, c'est pas ça. Oui, il y a des problèmes, il faut traiter ces problèmes-là, mais en même temps, il y a des bons dans la police. Tu vois. Et donc, il faut le reconnaître aussi. Il n'y a pas que des mauvais. Pour pouvoir traiter des problèmes et les solutionner, il faut peut-être aussi ne pas être dans le déni et accepter que les policiers ne sont pas des intelligences artificielles, ne sont pas des robots d'Elon Musk, et donc forcément peuvent faire des erreurs et commettre aussi des êtres crimes. humains, donc comme tout être humain, ils font des erreurs. Ils sont imparfaits. J'aimerais que tu puisses nous dire, si tu l'acceptes, bien sûr, certains commentaires inimaginables que tu as reçu à la suite de cette vidéo, sous cette vidéo. Mais ils l'ont raté, dommage. Ce flic mérite la Légion d'honneur, même si j'aurais été pour qu'il tire à vue. Être français, c'est bien plus qu'obtenir la nationalité de la République. Merci de me confirmer qu'il n'est pas racialement blanc ou radicalement blanc. On peut voir son casier judiciaire à Hugo. Très intéressant celle-là. S'ils ont fait ça, c'est qu'il n'est pas clean. Hugo, c'est un nom d'emprunt, ça. Il n'a pas une tête à s'appeler Hugo. Ça, c'est un Hugo. Il n'a pas la tronche à s'appeler Hugo, mais Rachid ou Mohamed. J'espère que sa plainte, ils vont lui mettre bien profonde. Les N-words fragiles. L'A4, c'est l'autoroute vers le Maghreb. Il y en avait même un, il n'est pas dedans là, qui disait « Je suis sûr que si je crie Mohamed, il va se retourner ». Et je pense qu'il y avait d'autres qui étaient violents. Il y en avait un qui disait à tous les criminels ou les racailles, il faudrait leur mettre une puce dans le cerveau avec une image de balle de pistolet. Quand tu es chez toi, que tu découvres après un traumatisme comme celui-là, tous ces commentaires, c'est quoi le sentiment qui te traverse? Tu le prends pas bien, déjà. Parce que, comme je dis, moi je suis pas un influenceur, je suis pas sur les réseaux. Donc j'ai pas l'habitude qu'on me juge, qu'on juge ma personne, qu'on juge ma couleur, qu'on juge qui je suis. J'ai déjà subi du racisme quand j'étais petit, ou même en étant plus grand. Mais là, c'est tout condensé d'un coup, en fait. C'est plus que tu ne peux en recevoir toute ta vie, limite. Tu peux ressortir indemne de ça, franchement? Tu penses que tu seras le même après avoir vécu ça et après avoir découvert que des personnes comme toi, donc des êtres humains, puissent penser des choses pareilles? C'est atroce, en vrai, quand on y pense. C'est atroce, c'est fou qu'on peut avoir autant de haine gratuite et injustifiée envers des personnes. En plus, je suis
convaincu que la plupart des personnes qui se mettent à écrire des commentaires comme ça, ce sont ceux qui en croisent le moins. Des Noirs, des Arabes, des musulmans, des étrangers, tout simplement. Tu vois, c'est encore plus grave. Des Français, hein, souvent. Ouais. En plus. Parce que du coup, moi, je suis d'origine de la Guadeloupe et hollandais aussi. Donc, il y en a qui me disaient rentre dans ton pays. Je veux bien, soit c'est une île qui est française, soit c'est en Europe et je peux revenir aussi. Donc, bon. Mais que les chansons, pardon, mais franchement. Vois, mais merci, mais ça paraît débile de devoir expliquer que la Guadeloupe est française. Mais non, mais c'est comme toi, tu as ça un commentaire dépasse. où c'était une suite de commentaires entre une personne qui me défend et une qui m'attaque. Il y en a un qui disait t'aurais dû rentrer dans ton pays. L'autre qui dit mais en fait il est français. Et c'est là où justement le commentaire de les papiers c'est bien plus que être français, etc. Après il lui dit mais en fait il est guadeloupéen. Et il répond merci de me confirmer qu'il n'est pas racialement blanc. Non, en fait le problème c'est pas l'origine, c'est la couleur. Oui, et puis surtout que les gens sont bêtes. Hein. Je dirais plus que c'est ça. C'est pas toi qui le dis, c'est moi. Plus que ça même. Mais ouais, c'est de la stupidité. Et manque de connaissances et manque de culture et étalent leur confiture alors qu'ils savent rien du tout. Quoi. Bien sûr. Après, le monde est complexe, mais il y en a on peut le simplifier. Il y en a, ils sont trop stupides pour comprendre les bases. Ton avocat, Hugo, maître Arié Halimi, il a expliqué que plusieurs plaintes ont été déposées. On va parler d'abord de la première. C'est une plainte qui a été déposée à l'IGPN. Donc l'IGPN, c'est l'Inspection Générale de la Police Générale. Ouais. En gros, c'est la police des polices. C'est la police qui juge la police. Il a déposé plainte auprès de l'IGPN pour tentative de... Ouais. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez été reçu? Est-ce que tu as été reçu à l'IGPN? Normalement, tu dois faire un signalement sur une plateforme, après être au contact, etc. Ça prend du temps. Nous, on est partis directement dans leur bureau, prendre rendez-vous. Ok. Donc, quand on arrive, on nous remplit un papier, savoir ce qui s'est passé. Et je leur montre la vidéo ensuite. Ils ont vu la vidéo, donc c'est les agents d'accueil. Ils sont partis directement dans les bureaux, parler à je ne sais qui. Ils ont dit, OK, rendez-vous. C'était le vendredi, samedi que j'ai pris rendez-vous. Et du coup, le rendez-vous, c'était le lundi. Un truc comme ça. Du coup, j'ai rendez-vous. Je suis bien accueilli, pas de souci. La personne qui reçoit ma plainte, bienveillante, avenante, grand sourire, etc. Maintenant, faire attention. Moi, j'étais parti avec, alors c'était pas Maître Halimi, c'était un de ses collaborateurs, donc un avocat de son cabinet, et il était là pour me défendre. Défendre de quoi? Toi, tu racontes, tu expliques ton récit, tu expliques l'histoire, avec tes mots, d'un civil lambda, d'accord? Eux, ils tapent. Donc, des fois, forcément, ce que tu dis en parler, avec le langage parlé, c'est pas ce que tu vas écrire, mot pour mot. Donc ils changent un peu. Mais faire attention, qu'ils ne changent pas trop le sens ou ce que tu voulais dire, etc. Donc 2-3 fois. Parce qu'après, c'est retenu contre toi. Ouais, c'est ça. Ou ça peut servir à minimiser ce genre de choses. Oui. Donc mon avocat était là pour faire attention à ça. Et ensuite, deuxième chose, c'est que je crois dès le début et à la fin, les deux, c'était... nous, on arrivait tentative de tout de suite. Mais c'était non, en fait. Donc, sur la plainte, elle a dit non, pour moi, je vais mettre violence aggravée ou volontaire, etc. Mais c'est pas à eux, ça, d'en juger. Après, il y a un procureur. C'est des personnes qui ont un métier différent qui jugent. Ouais. La police est là pour prendre la plainte. Clairement. Moi, mon avocat, du coup, était énervé. Je comprends. Il s'est pris la tête avec. Du coup, on a appelé aussi Maître Halimi au téléphone. Donc, ils étaient à trop en train de parler. Elle ne voulait pas lâcher. Maître Halimi, à la fin, il a dit vous mettez ça, ce que vous voulez dans la plainte, vous la qualifiez comme vous voulez. Dans tous les cas, on veut que ça soit écrit dans la partie commentaire, dans la partie question-réponse, que pour nous, c'est une tentative de... On veut que ça soit ça dans la plainte. Donc, il y a les deux. Eux, ils ont mis tout de suite ce qu'ils voulaient. Leur qualification. Et vous avez mis votre notification. Ouais. Après, pour moi, alors je suis pas dans le droit, etc. Je ne suis pas spécialisé dedans. Pour moi, effectivement, de mon point de vue, c'était pas... cet agent de l'IGPN de requalifier. Moi, je viens porter plainte pour ça. Ensuite, la plainte, elle est passée par le procureur, etc. Et avec une enquête. Et à ce moment-là, s'ils veulent requalifier, ils peuvent requalifier. S'ils estiment que... Alors, on peut toujours ne pas être d'accord, mais pour moi, c'était à ce niveau-là. Donc, c'est vrai que je n'ai pas trop compris. Donc, c'est ça que c'est important, en tout cas, d'y aller avec un avocat, parce que tu peux vite te laisser prendre par les sourires, la bienveillance, la gentillesse, Et il est important de rappeler que la police est dans l'obligation de prendre une plainte. Ouais, obligation. Alors que souvent, elles sont refusées. Souvent, elles sont refusées. C'est pour ça que,
en tout cas pour des plaintes contre la police, il vaut mieux aller directement à l'IGPN plutôt que d'aller dans un commissariat, déjà. Parce que dans un commissariat, bah là, c'est des collègues, ça peut être un peu plus compliqué. Mais je tiens à dire que quand c'est arrivé qu'il y avait ma vidéo qui tournait sur les réseaux sociaux, il y a des policiers qui sont venus me parler et qui m'ont dit, en fait, nous, on est tous outrés. Mon chef d'unité est outré, il est aussi motard, tout le monde est outré dans le commissariat. Si tu veux porter plainte, viens dans mon commissariat, on va bien te recevoir, etc. Il y a aussi, tu as raison de le dire, c'est hyper important. Il y a une deuxième plainte aussi qui a été déposée avec ton avocat, Maître Ari Halimi, avec constitution de partie civile pour tentative de meurtre par personne dépositaire de l'autorité publique avec arme par destination. Exactement. Donc le véhicule. Hein. Le véhicule. Considéré donc comme une arme. Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ces plaintes? Est-ce que ça avance? Alors moi, j'ai porté plainte à l'IGPN le lundi. Dès le mardi ou le mercredi, j'avais déjà eu un contact avec, je sais pas si c'est le commissaire, je crois que c'est le commissaire qui est en charge de l'enquête côté IGPN. Donc ça a été pris, alors je ne sais pas si c'est rapidement, si c'est normal, en tout cas de mon point de vue, ça a été rapide, ça a été pris au sérieux. Et ça veut dire qu'il y a eu des auditions. Ils ont été identifiés donc en deux jours. Ils ont été convoqués pour audition libre, genre le vendredi. Peut-être vendredi, samedi, bon, un truc comme ça. Après, là, j'ai eu plus de nouvelles. Une semaine après, c'est mon avocat qui me dit ils ont été déférés. Ce qui veut dire qu'en gros, j'ai bien compris, hein, c'est la procureure ou magistrat qui veut les voir pour savoir quoi faire. En gros, si on date de jugement ou quoi, mais du coup, ils sont obligés de passer en garde à vue, ensuite d'être déférés pour rencontrer procureur ou magistrat. Et en fonction de comment ça se passe, décider de, je ne sais pas si c'est relax, etc., ou si justement mise en examen avec jugement. Et ce qui a été décidé, c'était qu'ils vont être sous contrôle judiciaire jusqu'à une date, jusqu'au jugement, qui est le 1er décembre. Ah, mais je vais avoir des questions à te poser. Le contrôle judiciaire, du coup, c'est quoi? C'est pour leur dire, en gros, ce qu'ils ont le droit de faire ou de ne pas faire. Là, en l'occurrence, en tout cas, la seule chose qui est sortie, parce que du coup, moi, c'est les médias surtout qui m'ont informé de ça, c'est contrôle judiciaire. Ils sont suspendus d'exercice sur la voie publique. Ils travaillent toujours dans les bureaux, sans armes, sans tout ça, dans les bureaux. Après, c'est un peu une mise au placard, mais techniquement, ils travaillent toujours. Ah ouais, donc ça veut dire qu'en gros, ceux qui font des choses graves peuvent être recalés, requalifiés dans les bureaux, genre tu les vois plus quoi, dans l'espace public. C'est ça. C'est-à-dire la scène, c'est terminé pour toi. Ouais. Quelque part. Ouais. Si je fais le parallèle avec un artiste, ouais, c'est ça. tu seras dans l'ombre. C'est ça. Ok. Qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'ils ne seront pas jugés, si je ne me trompe pas, pour tentative de mais pour violence aggravée? Ça me... Déjà, ça m'embête que ça soit minimisé, de cette manière-là. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Si on inverse les rôles, je suis en voiture, il y a un policier en moto. Avec ma voiture, je rentre dans ce policier-là, je le percute, il ne tombe pas. Volontairement? Volontaire, je le percute volontairement, il ne tombe pas et je repars. Donc, comme il disait sur les réseaux, j'ai dit sur Twitter, ce qui va se passer, c'est que le lendemain matin, à 6h, je vais me faire lever, ils vont venir perquisition chez moi, je me fais lever, je finis en garde à vue. À l'issue de la garde à vue, mandat de dépôt, et je ne revois plus la liberté pendant 3 à 15 ans. Et tu tournes en boucle sur CNews pendant une semaine? Je tourne en boucle sur CNews dès la première heure, tu vois, par qui on sait. donc pour moi, à ce moment-là, ce que j'ai dit, c'est, pour moi, il y a 2 poids, 2 mesures. Parce que moi, j'aurais été traité comme un délinquant à juste titre, ça aurait été tentative d'homicide volontaire, à juste titre, je pense aussi. Et là, c'est pas le cas. Et en plus, d'une, c'est pas le cas, et de 2, ces policiers ne sont pas suspendus tout court d'exercer. Aujourd'hui, là, ce matin, ils sont partis avec leur petit insigne de police pour aller au bureau. Tu vois. Alors que dans aucun métier, et je dis bien aucun métier, ça ne serait possible. Tu as le profil de ces policiers, étant donné qu'ils ont été identifiés? Non, je n'ai pas leur nom, je n'ai pas leur profil, je ne sais pas à quoi ils ressemblent, je ne sais rien du tout. En fait, du coup, il y a un dossier aujourd'hui qui est fait, et comme je me suis constitué partie civile, je devrais avoir accès au dossier d'ici une semaine, 10 jours. Après, est-ce que dedans ça va être mentionné? Je ne sais pas. T'as envie de savoir? Ouais, j'ai envie de savoir. Ce que j'ai envie de savoir avant tout, c'est ce qu'ils ont dit. Quelle est leur défense? Oui. À quel point, peut-être ou pas, ils ont pu mentir. L'audience, c'est le 1er décembre. 1er décembre. Tu y seras? Bien sûr. Enfin, après, je ne sais même pas comment ça se passe pour te dire.
Mais en tout cas, si j'ai le droit d'y aller, bien sûr que je serai là. C'est une audience de fixation ou c'est une audience où il y a un procès où ça va se juger? Jugement. Ok, Ouais. d'accord. Donc tu vas te retrouver face à eux. Je pense. Sauf s'ils ne viennent pas, mais je pense pas. Mais est-ce que toi, tu ressens le besoin de te retrouver face à eux ou t'appréhendes de te retrouver face à eux? T'as envie de dire des choses face à eux? J'ai envie de dire un peu... Alors j'ai envie de me retrouver face à eux, j'ai envie de les voir, j'ai envie de les confronter. Et j'ai envie de les voir dans cette situation, qu'ils soient traités en fait comme n'importe quel délinquant. Parce que c'est une attitude de délinquant, une action de délinquance qu'ils ont fait. Et donc ouais, j'ai envie de les voir dans cette situation-là. Et ce que j'aurais envie de dire après, je pense sur le moment, c'est comme là en fait, avoir des réponses. C'est de comprendre ce qui leur passe par la tête pour arriver à faire des gestes comme ça en fait. Tu vois, je vous ai rien fait. Je vous ai pas agressé, je vous ai pas insulté. Je vous ai même pas fait de gestes. On s'est même pas regardé. On s'est même pas regardé dans les yeux. Et à quel moment tu te dis, peut-être, moi c'est comme ça que je l'explique, parce que je les ai doublés dans les bouchons, et qu'il y a eu peut-être cette incompréhension-là, mais il se passe 1,5 km. Tu vois, à quel moment tu te dis, on va le rattraper, on va le rentrer dedans. C'est peut-être un élan de zèle. Tu sais, sur la route, on peut tous devenir fous sur la route. C'est bien connu, il y a même des études là-dessus. Tout à fait. On devient beaucoup plus fou, on a notre personnalité. Mais c'est sur un moment. C'est pas en fait, tu vas attendre 2 minutes et tu vas vouloir te venger. Là, on est sur de la vengeance. Tu vois, c'est pas un truc sur le moment. Toi, je les ai doublés, boum, ils essaient de me rentrer. Oui, c'est pas instinctif. C'est pas instinctif, ouais, exactement, merci. C'est après, c'est dit, quand même ils ont réfléchi. Oui, une forme de préméditation. Ouais. Moi, c'est comme ça que... Dans l'instant T. Que je le caractérise, exactement. J'aimerais te faire réagir à 2 déclarations de ton avocat, Maître Harry Halimi. La première, c'est « L'accusation de violence aggravée, c'est une manœuvre du parquet pour les juger en correctionnel, alors qu'il s'agit d'une tentative d'homicide qui relève de la cour d'assises. » Est-ce que tu penses que la requalification, c'est, je sais pas, une façon d'éviter la cour d'assises? Oui. Et puis pourquoi vouloir éviter la cour d'assises? Quel intérêt à vouloir protéger des délinquants? Ah, le pourquoi, je ne saurais pas te dire. Enfin, si, ils cherchaient à minimiser un peu les faits pour que ça soit moins grave pour eux, peut-être. Mais sinon, non, j'ai pas d'explication. Juste que, du coup, c'est comme tout, en fait. Si c'est une violence volontaire, peut-être que c'est maximum 10 ans. Alors que si c'est tentative de meurtre, c'est maximum peut-être 30 ans. Tu penses qu'ils feront de la prison? Je pense que oui. Je pense que c'est quasi... Enfin, je pense que ouais. Je pense que oui. Et je vois pas comment ça peut être possible autrement. Ce serait mérité pour toi? La seule... Comment répondre à ça, c'est si je faisais la même chose, est-ce que ça serait mérité? Je pense que oui. Et à juste titre. Donc, c'est pas parce que tu portes l'uniforme de la police que tu dois être protégé. Alors qu'au final, au contraire, c'est une circonstance aggravante, en fait, de faire ce genre de choses avec l'uniforme de la police. Et enfin, je voulais te faire réagir à cette déclaration de ton avocat qui a dit « La substitut du procureur tente d'enterrer l'affaire ». Et il parle français, ton avocat. De Créteil, ouais. Ouais. C'est simple, parce qu'en fait, on a une bavure policière qui a fait le tour des réseaux, tour des médias, pas que des petits médias, des gros médias, 20h de TF1, France Télévisions, plusieurs chaînes de télé, des gros journaux, des gros médias réseaux. Tout le monde en parlait, sauf même des politiques. Voilà. Tout le monde en parlait, sauf en fait la justice. Tu vois. Et alors que, au bout d'un an, il faut savoir que quand je fais un média, je fais une interview ou même sans le faire, tous les journalistes contactent le parquet de Créteil, la procureure de Créteil, pour avoir des réponses, des informations, etc. Donc ça veut dire qu'elle est submergée par les demandes d'informations. Il y a eu 0 réponse. Il y a eu 0 information divulguée, 0 communiqué, rien du tout. Sur une situation comme celle-ci, c'est pas normal. Moi, comment je vois les choses, c'est que l'objectif était c'est d'étouffer l'affaire, comme Maître Halimi le dit, laisser passer cette tempête médiatique et espérer que ça se tasse et que du coup, elle puisse faire un peu comme elle veut. Tu vois. Alors que non, en fait, ça devrait pas... C'est pas normal. On devrait dû avoir un communiqué, avoir des informations. Parce qu'encore une fois, si on inverse les rôles,
24 heures après, même tout de suite, en fait, quand ça arrive et qu'il y a une vidéo qui tourne, tout de suite, il y aurait des déclarations. Ministre, la justice, Il s'est les exprimé, médias. Gérald Darmanin, au moment où on tourne ministre de la Justice? Non, il ne s'est pas exprimé, mais après, je n'attendais pas de sa part. J'attendais plus Il est allé du voir ministre Sarkozy en de prison. Hein. l'Intérieur. Il est allé voir Sarkozy Ouais. en prison. Bah justement, pour la petite histoire, c'est que sur le plateau de C'est à vous, il y avait le ministre de l'Intérieur, donc Laurent Nunez, si je ne me trompe pas sur son prénom et nom, nouvellement ministre de l'Intérieur. On lui a posé, du coup, il y a une question de Maître Halimi en vidéo qui était « Est-ce que vous accepteriez de recevoir mon client ?» Il a dit bien sûr que non. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une enquête en cours, parce que on va attendre l'enquête, la justice, savoir est-ce que c'était volontaire ou pas. Il avait un doute. Et c'est malgré tout que la vidéo est troublante, mais il faut attendre avant de donner son avis. Ce à quoi moi j'ai répondu en tweet, que c'était OK pour le ministre de la Justice d'aller visiter Sarkozy en prison, alors qu'il est condamné. Puis il a fait appel, donc ça veut dire qu'il va avoir encore un jugement. J'ai dit ça c'est OK. Par contre, rencontrer un citoyen victime d'une bavure policière avec preuve à l'appui, une vidéo, ça, c'est pas OK. Du coup, encore une fois, deux poids, deux mesures. Alors, je m'attendais pas, je cherchais pas forcément à être reçu, mais quand la réponse n'était pas satisfaisante au vu du contexte politique et enfin, des histoires qui se passaient avec Sarkozy et Darmanin qui allait le voir en prison. Tu vois. Mais bon. Je vais faire ma Léa Salamé. Comment ça va aujourd'hui? Pour être honnête, les 2 semaines après ce qui s'était passé ont été compliquées. Compliquées parce que, comme j'ai dit, voilà, ça crée un trauma. Tu as beau être quelqu'un de fort, solide, etc. Ça crée un trauma, que tu le veuilles ou non. Et ton cerveau, il réagit d'une certaine manière. Et moi, c'était qu'il était en boucle sur la vidéo, il était en boucle sur me refaire le récit. Et c'était comme avoir un bruit, mais vraiment un bruit à côté de toi. Ça veut dire que je dormais mal, j'étais épuisé pendant 2 semaines. C'était vraiment usant. Tu as du mal à t'endormir, tu dors moins, tu te réveilles. En fait, dès que je me réveille, à la seconde près, j'avais ça, ce bruit. Même des fois, j'en rêvais et ça me réveillait, tu vois. Super usant. Et de savoir après que tu as des milliers et milliers de commentaires qui parlent de toi, qui te jugent aussi, mais aussi beaucoup de bons commentaires. Et la plupart, c'est des bons commentaires, heureusement. C'est assez éreintant. Donc franchement, ça a mis 2 semaines à passer. C'est pas totalement fini. Ça me fatigue encore, j'ai encore un bruit, mais qui est beaucoup moindre par rapport aux 2 premières semaines. Et quand tu l'entends, ce bruit dans la rue, quand tu entends un gyrophare aujourd'hui, il y en a tout le temps, hein, dans Paris, Ouais. en région parisienne, ça te fait quoi? Tu vois, reprendre la route, la moto. La moto, j'ai mis 3 jours à monter dessus. La route aussi, du coup. Ça va, enfin, j'ai pas de problème à rouler. Par contre, dès que je vais recroiser, soit reprendre le même chemin, parce que je le prends souvent, du coup, où là, du coup, je me remets dans la situation, je fais attention, etc. Soit, en fait, dès que je vais recroiser une voiture de police, comme je t'ai dit un peu tout à l'heure, je me suis retrouvé dans la même situation il y a quelques jours. Autoroute, bouchon, voiture de police en gyro. Tu te dis, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je dois faire? Ou quand tu recroises le même modèle de voiture. Je regarde la plaque, pour être sûr que ça ne soit pas la même voiture. Mais donc ouais, ça, je pense qu'après, le rapport que je vais avoir avec la police, en tout cas quand je vais les croiser sans se parler, tout ça, mais juste en se croisant, je pense que ça va être différent. Ça va mettre du temps avant de se réaligner correctement, je dirais. Et ça viendra, j'espère. Ouais, j'espère. Merci Hugo pour Merci ce à toi. témoignage. J'ai été ravi de pouvoir t'accompagner dans cette prise de parole, également à mon échelle. On te retrouve sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Hugo-VR9. Et ton compte Twitter, c'est pareil, Hugo-VR9. Merci. C'est ça. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Prenez soin de vous, de vos proches, des gens que vous aimez. Bye bye.